le reste de l'Europe débat encore des dangers potentiels. Pour hydrolyser ces composés, pour les transformer. Éric Oudot et Jean-Pierre Cravdy travaillent au pôle de toxicologie alimentaire de l'INRA de Toulouse. Pour eux, ça ne fait pas de doute, le BPA est dangereux. Leurs expériences sur les souris ont révélé que cette substance pénètre notre organisme et entrave la croissance des cellules de défense. Elle s'attaque donc à notre système immunitaire. Il a également été prouvé que le bisphénol A peut pénétrer notre organisme par le contact avec la peau. Une série d'expériences comparatives a prouvé que les souris ayant mangé de la nourriture contaminée au BPA n'arrivaient plus à se défendre contre divers types de germes pathologiques, contrairement à leurs consoeurs n'ayant absorbé que des aliments dépourvus de toute trace de BPA. Les plus touchés sont les fœtus dans le ventre de leur mère, car le bisphénol atteint le fœtus et bloque le développement des cellules immunitaires. Cela peut même provoquer des modifications génétiques. Des tests réalisés sur des cellules humaines ont confirmé ces résultats. Si le bisphénol bloque trop tôt la porte de ces échanges, tout le système immunitaire qui est à l'intérieur de notre intestin sera mal éduqué, va rester naïf comme à la naissance, au moins pour partie. Et les conséquences, et principalement pour le sexe femelle, seront que l'adulte sera beaucoup plus sensible à développer des inflammations sévères parce que le cellule immunitaire n'aura pas appris à reconnaître correctement les agents pathogènes et n'aura pas appris à comment adapter sa défense. Ces expériences prouvent donc que le BPA empêche notre corps de se protéger contre les maladies et les bactéries nuisibles. Quant aux conséquences à long terme de l'absorption régulière de BPA, il est encore trop tôt pour les connaître. Et on n'est pas allé suffisamment loin dans la vie de l'animal pour constater à quel point une petite imprégnation à des doses relativement faibles, qui correspondent à peu près à ce que l'on peut trouver au maximum dans notre environnement, peut avoir des conséquences désastreuses chez un animal plusieurs semaines, plusieurs mois après la fin d'une exposition au bisphénol. Un solvant. Encore une fois, pour les chercheurs, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Le BPA nuit à notre système immunitaire et qui plus est, durablement. Et ce poison peut se cacher n'importe où, dans les boîtes de conserve par exemple. Un certain nombre de denrées alimentaires ont été analysées afin de déterminer la quantité de bisphénol A qui infiltre notre nourriture. Le bisphénol est dans ce type de container, de boîte métallique, présent sous la forme d'une résine blanche qui habille l'intérieur de la canette, non pas pour protéger la boîte, mais pour protéger l'aliment de l'oxydation du métal. Et puisque l'aliment, pour conserver sa stérilité, est mis à chaud avant l'emboîtage définitif, c'est au moment où l'aliment entre en contact avec ces résines où il y a un pic de relargage du bisphénol de la résine époxy vers l'aliment, d'où la contamination effective du maïs, en l'occurrence pour cette boîte de conserve. Ainsi, à chaque cuillerée de maïs en boîte, on absorbe un peu de bisphénol. Une réalité inquiétante à laquelle il convient de s'intéresser sérieusement. C'est l'AFSA, Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui doit déterminer s'il est ou non nécessaire de protéger les consommateurs européens contre le BPA. Après étude du dossier, voilà la conclusion que tire Marie-Christine Favreau. Les études toxicologiques sont des études excessivement précises, qui sont faites avec une méthodologie qui est bien admise par tous et recommandée dans le monde, en particulier par l'OCDE. Donc, lorsque les quelques expériences qui ont été faites dans ces conditions, il faut rappeler qu'elles ne montrent pas de toxicité. Donc, il est important à l'heure actuelle de dire que l'on n'a pas, pour l'instant, d'études toxicologiques faites de façon très rigoureuse montrant une toxicité. Vous savez, la plupart des résultats qui sortent de nos laboratoires, que ce soit ici à l'INRA, en France ou aux États-Unis ou tout ailleurs, de toute façon, sont systématiquement publiés dans des revues internationales avec des revues par des experts scientifiques de différentes nationalités, experts dans le champ. Et systématiquement, de toute façon, dans nos études, nous avons le groupe traité à différentes doses, mais nous avons également des contrôles à côté qui ne reçoivent pas le produit. Finalement, la différence que l'on observe à côté suffit à valider un résultat. Que faut-il de plus ?
Comment se fait-il donc que ces analyses, pourtant financées par l'État, ne soient pas reconnues? Qui est chargé de les valider? Alors, ça peut être d'abord au niveau national, mais c'est le plus souvent au niveau européen. C'est donc soit les instances européennes, soit les instances nationales, nos ministères de tutelle. Mais qui est responsable précisément? Par exemple, si on trouve... Vous coupez la caméra. Non, vous coupez la caméra. Vous coupez la caméra. Les Français dépensent beaucoup d'argent dans la recherche sur le BPA et pourtant, ce sont précisément eux qui se déclarent contre l'interdiction européenne. Comment est-ce possible? Même des entreprises chimiques et pharmaceutiques comme Bayer ne veulent pas entendre parler des éventuels risques encourus. Ils nous renvoient au groupement d'intérêt Plastics Europe, qui nous assure que l'industrie plastique a financé 14 études et que toutes ont prouvé que le BPA n'était pas dangereux. Et pourtant, pas moins de 153 études financées par les autorités publiques démontrent qu'il est nuisible à la santé. L'Union européenne, quant à elle, semble se fier au dire de l'industrie, puisque le bisphénol A continue à être autorisé. Cela dit, même une interdiction au niveau européen n'aurait pas grand résultat. La plupart des emballages plastiques viennent en effet de Chine, où l'on n'a que faire des interdits européens. Les coûts de production y sont si réduits que cela vaut la peine d'importer jusqu'aux emballages perdus. La seule chose qui compte, c'est l'apparence. Si l'emballage est joli, peu importe les substances douteuses qu'il peut bien contenir. On ne peut pas tester tous les produits, et les fabricants ne sont pas tenus d'indiquer les substances chimiques qu'ils utilisent. Tant pis pour les consommateurs qui en feront les frais, et ils sont nombreux, car le risque de contamination au BPA concerne aussi bien les boîtes en plastique dur que la vaisselle jetable. Et s'il n'y avait encore que ce fameux poison à redouter, hélas, ce n'en est qu'un parmi tant d'autres. Or, on ne peut en analyser qu'un nombre limité. Sans parler du fait qu'on n'a pas encore étudié l'action conjointe que peuvent exercer ces substances sur notre organisme. C'est un vrai cocktail de substances chimiques qui nous assaille à chaque produit que l'on sort de son emballage. Stéphanie Bloch cherche des solutions alternatives pour nourrir ses enfants sainement et se tourne de plus en plus vers les produits bio. Mais eux aussi sont désormais vendus dans les supermarchés dans des emballages divers et variés. Non, et puis oui, le problème, c'est que là, je me retrouve avec tout un tas d'emballages, que ce soit plastique, cartonné, et on se retrouve avec beaucoup de déchets. Et ça me fait beaucoup plus à jeter que... Non, c'est pas bien, ça va pas. Je veux bien acheter du bio, mais du coup, à un prix raisonnable, et je me retrouve avec des fruits, des légumes complètement cartonnés de partout et emballés de partout. Donc ça ne me correspond pas. Hélas, Stéphanie et sa famille n'ont pas le choix. Ils sont jeunes et manquent de temps pour s'approvisionner ailleurs qu'au supermarché. Ils font donc cuire leur riz bio dans les sachets plastiques qu'ils trouvent dans le paquet. Quand on leur demande quelles substances douteuses sont susceptibles de migrer dans les aliments bio, la plupart des producteurs restent quoi? Mais après tout, qu'importe. Le riz est prêt en 2 temps 3 mouvements et les enfants se régalent. Ouais. Au terme du repas, Stéphanie a rempli un sac entier de film plastique et d'emballages en plastique dur et en carton. Beaucoup sont recyclables, ce qui veut dire qu'ils donneront naissance à un nouveau cycle d'emballage alimentaire potentiellement nocif. Rien que dans ce centre de récupération des vieux papiers, on décharge 600 tonnes de papier par jour. Du papier imprimé, des paquets de cigarettes, un tas de choses qui ne devraient pas entrer en contact avec des aliments. Il faudrait beaucoup de substances chimiques pour éliminer toute trace d'encre de cette bouillie de papier. Mais c'est trop cher. On préfère donc laisser des résidus d'encre toxique dans ce futur papier recyclé. La Suisse est le premier pays à s'attaquer à ce problème. À Zurich, des chercheurs examinent le contenu des cartons recyclés. Chaque jour, des contrôleurs se saisissent de produits vendus dans les supermarchés et passent les emballages au peigne fin. Konrad Grob est spécialisé dans les emballages carton
et fait la guerre aux substances insalubres. Et qu'a-t-il découvert? Que c'est précisément des emballages recyclés qu'on croit respectueux de l'environnement que certains poisons peuvent provenir. Vous déchirez le carton comme ça, en biais, pour voir de quoi il est fait à l'intérieur. Là, on voit qu'à l'extérieur, c'est blanc, mais que dessous, c'est gris, ce qui indique que c'est du carton recyclé. Et dans ce cas précis, même la surface interne est en papier recyclé. Ces emballages en carton peuvent poser problème. Deux problèmes en fait. Le premier, c'est l'encre d'imprimerie qui est appliquée sur les cartons. Pas toujours, mais souvent. Le deuxième, c'est que dans le carton recyclé, on retrouve généralement des traces d'encre du papier d'origine. Du papier journal, par exemple. Le papier journal est imprimé à l'aide d'encre fabriquée à base d'huile minérale, généralement extraite du pétrole, donc toxique, qui atterrit dans les cartons d'emballage recyclés et potentiellement dans les denrées alimentaires qu'ils contiennent. Pour l'instant, on ne peut dépister les traces d'huile minérale dans les emballages qu'en Suisse. Le test de dépistage est extrêmement compliqué, mais indispensable pour contrôler l'industrie. Ces huiles minérales ont déjà été analysées en termes de toxicologie il y a déjà une vingtaine d'années. Et il a été démontré que les emballages contiennent souvent 10 voire 100 fois plus de cette huile que la quantité considérée comme acceptable. C'est donc notre rôle de tirer la sonnette d'alarme et de dire ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a donc souvent de l'huile minérale dans les emballages recyclés. Le problème, c'est que les encres d'imprimerie contiennent aussi fréquemment des phtalates. Les experts estiment que l'encre qui colore les emballages contient au moins 6000 substances différentes. Les autorités suisses de défense du consommateur s'en sont alarmées et ont agi en conséquence. Aujourd'hui, les usines suisses sont sujettes à des contrôles. Depuis janvier 2010, l'industrie est donc soumise à des règles plus strictes en Suisse qu'au sein de l'Union européenne. En Suisse, nous avons une réglementation en matière d'encre présente dans les matériaux d'emballage. Nous avons établi des listes, d'une part de substances autorisées que nous estimons non nuisibles, et d'autre part de substances encore incertaines. Les encres toxiques sont donc interdites en Suisse. Les cartons sont-ils pour autant de meilleure qualité? Nous avons posé la question au plus grand fabricant d'emballage européen, Mayr-Melnhof, qui nous a communiqué par écrit que leurs produits étaient conformes aux directives de tous les pays auxquels ils étaient destinés, et que seules les encres autorisées étaient employées. Nous ne pouvons malheureusement pas vérifier, car il n'est spécifié nulle part sur ces emballages, quel type d'encre a été utilisé. Bien entendu, chaque entreprise essaie d'attirer l'attention sur ses produits à grand renfort de couleurs et de vernis. Nous avons également examiné d'autres composants et constaté que ce sont précisément ces emballages tape à l'œil qui sont les plus contaminés. C'est un peu absurde que ce qui est le plus attrayant pour le client soit justement ce qui lui est le plus nocif. En résumé, dans les supermarchés internationaux d'aujourd'hui, on ne paie pas juste les produits qu'on consomme, mais aussi leurs emballages toxiques. Et l'Union européenne est inapte à nous protéger des poisons qu'ils véhiculent. Plastifiants, bisphénol A, encre toxique. Les interdire semblerait pourtant être une solution raisonnable. Mais elle n'est manifestement pas encore à l'ordre du jour.